Bonjour mes chers, je m'appelle Marline, mais vous pouvez m'appeler grand-mère Léna. J'ai âge à compléter en et je suis née dans la campagne française, pas loin de Lyon, en 195 années à compléter. Aujourd'hui, je vais partager avec vous une histoire que j'ai gardée au fond de mon cœur pendant plus de 60 ans. Une histoire que même mes enfants ne connaissent pas entièrement. Avant de commencer, j'aimerais vous poser une question: qui sont les personnes les plus importantes dans votre vie? Laissez-moi un commentaire pour que je puisse en savoir un peu plus sur vous. Dites-moi aussi de quelle ville vous regardez cette vidéo. N'oubliez pas de liker et de vous abonner à la chaîne Mémoire de grand-mère, cela m'aide énormément. Mon propre père a brisé mon enfance quand j'avais âge à compléter en chuchotant à mon oreille: ce sera notre petit secret, ma princesse. Cette nuit-là n'était que le commencement de mon cauchemar. Notre maison était simple, mais jolie, située dans le 3e arrondissement de Lyon, un quartier alors rempli de familles ouvrières. Mon père, Antoine, était mécanicien et possédait un petit garage au fond de notre cour. Ma mère, Françoise, travaillait comme couturière, faisant des retouches et de petits raccommodages pour tout le quartier. Nous étions ce que les gens appelaient une famille respectable, on allait à la messe tous les dimanches, on gardait la maison propre et on ne devait rien à personne. J'étais fille unique, un cadeau de Dieu, répétait toujours ma mère. Elle avait fait 3 fausses couches avant ma naissance, et les médecins disaient qu'il serait presque impossible qu'elle ait des enfants. Lorsque je suis née, ce fut une immense surprise, et mes parents me considéraient comme un véritable miracle. Marline est notre trésor, disait mon père aux visiteurs. Aucun argent au monde ne vaut le sourire de cette petite fille. Et je souriais beaucoup quand j'étais petite. J'aimais jouer avec mes poupées de chiffon que ma mère fabriquait, courir dans la cour en poursuivant les dessins de poules que je traçais sur le trottoir devant la maison. J'étais une enfant heureuse, de celles qui croient que le monde est bon et que les gens ne veulent que notre bien. Comme nous étions naïfs à cet âge-là. La première fois que j'ai senti que quelque chose n'allait pas, j'avais 6 ans. Je prenais mon bain quand mon père est entré dans la salle de bain sans frapper. J'ai eu honte et j'ai essayé de me couvrir avec mes mains, mais il m'a dit: « Quelle bêtise, Marline. Je suis ton père, tu n'as pas à avoir honte de moi. » Il est resté là à me regarder prendre mon bain, avec un sourire que, aujourd'hui, je sais être anormal. À l'époque, j'ai pensé que c'était dans ma tête. Après tout, c'était mon père. Les pères protègent leurs filles, ils ne leur font pas de mal. À 7 ans, la routine des câlins spéciaux a commencé. Mon père était toujours affectueux. Il me prenait dans ses bras et me faisait des bisous sur la joue. Il était tendre, et tout le monde le disait. Antoine est un super papa, disaient les voisines. Mais peu à peu, ces câlins ont commencé à changer. Un câlin qui durait trop longtemps, une main qui glissait là où elle ne devait pas, un baiser qui approchait trop près de ma bouche. C'est parce que je t'aime plus que tout au monde, disait-il quand je me reculais. Un père peut aimer sa fille comme il veut, pensais-je naïvement. Ma mère travaillait beaucoup. Elle partait tôt pour livrer et récupérer ses ouvrages de couture et rentrait tard, souvent si épuisée qu'elle ne pouvait même pas dîner avant de s'effondrer sur son lit. Mon père profitait de ses absences. Au début, ce n'était que de brèves caresses, une main sur le dos qui descendait trop bas, un baiser sur la joue qui glissait vers le cou. De petites intrusions qu'il faisait passer pour de l'affection paternelle. Notre petite fille devient si jolie, disait-il en passant sa main dans mes cheveux. Elle brisera beaucoup de cœurs quand elle sera grande. Je ne comprenais pas vraiment ce qui se passait. Je savais seulement que cela me mettait mal à l'aise, avec un nœud dans l'estomac et l'envie de fuir. Mais fuir où? C'était ma maison. C'était mon père, l'homme censé me protéger de tout mal. À âge à compléter, les choses ont empiré. C'était une nuit de juillet, un froid inhabituel pour notre région lyonnaise. Ma mère s'était couchée tôt, se plaignant de douleurs dans le dos après une journée entière penchée sur sa machine à coudre. J'étais dans le salon, emmitouflée dans une couverture, regardant la télévision. Mon père s'est assis à côté de moi sur le canapé. « Viens là, ma princesse, » dit-il en ouvrant les bras. « Viens réchauffer, papa. » J'y suis allée sans réfléchir. C'était mon père, le héros de mon enfance. Celui qui réparait mes jouets cassés, m'emmenait manger une glace après la messe, me racontait des histoires avant de dormir. Il m'attira sur ses genoux et me recouvrit de la couverture. Au début, tout semblait normal. Un père qui embrasse sa fille lors d'une nuit froide. Mais alors ses mains ont commencé à bouger sous la couverture, là où personne ne devait toucher. « Papa, c'est bizarre, dis-je en essayant de me retirer. « Ce n'est pas bizarre, ma princesse, »
murmura-t-il à mon oreille. C'est ainsi que les papas montrent leur amour à leurs filles. Mais c'est notre secret, d'accord? Ta maman ne comprendrait pas, elle serait jalouse. Notre secret. Ces mots me hantent encore aujourd'hui. Ce n'était pas un jeu. C'était le début de l'abus qui allait détruire mon enfance. Cette nuit-là, après avoir obtenu ce qu'il voulait, il m'envoya dans ma chambre avec un avertissement. Si je parlais à qui que ce soit, on m'enverrait dans un orphelinat où les enfants sont maltraités. Tu ne veux pas ça, n'est-ce pas? J'avais âge à compléter en. Et, bien sûr, j'ai cru ces mots. C'était mon père. Pourquoi me mentirait-il? À partir de ce jour, une nouvelle routine s'installa chez nous. Pendant la journée, nous étions la famille parfaite. Mon père, le mécanicien respecté du quartier. Ma mère, la couturière talentueuse. Moi, la petite fille polie et studieuse de l'école. Mais la nuit, quand ma mère dormait, épuisée, notre maison se transformait en cauchemar. Il venait dans ma chambre, toujours après s'être assuré que ma mère dormait profondément. Il ouvrait la porte doucement, sans faire de bruit, et s'asseyait au bord de mon lit. Ma princesse, chuchotait-il, c'est l'heure de notre secret. Et je faisais semblant de dormir. Je faisais semblant d'être ailleurs. Je faisais semblant d'être quelqu'un d'autre. Je construisais des mondes entiers dans ma tête pendant qu'il faisait ce qu'il voulait de mon corps. Je m'imaginais voler au-dessus des nuages, plonger au fond de la mer, courir dans des champs de fleurs. N'importe quoi pour échapper à la réalité de cette chambre sombre. À l'école, j'ai commencé à changer. La Marline souriante et bavarde avait disparu. À sa place se trouvait une petite fille silencieuse, le regard distant. Mes notes ont commencé à chuter. Je ne voulais plus jouer avec les autres enfants. Je préférais rester seule, à dessiner dans les coins, inventant des histoires où de petites filles comme moi étaient sauvées par des anges gardiens. « Qu'est-ce qui t'arrive » demanda un jour ma maîtresse, Madame Dubois. « Tu as l'air triste. » J'ai failli tout révéler, laisser échapper notre secret. Mais alors je me suis rappelé de la menace, de l'orphelinat, des mauvais traitements. Et ma mère? Comment aurait-elle réagi en connaissant la vérité? Rien, ai-je répondu à ma maîtresse. Je suis juste fatiguée. Fatiguée? Ce mot était trop faible pour décrire ce que je ressentais. J'étais épuisée de faire semblant. Épuisée de sourire quand je voulais pleurer. Épuisée de vivre de vie. La petite fille normale le jour. La victime la nuit. Ma mère commençait elle aussi à remarquer les changements. « Marline, tu as maigri », disait-elle en prenant mes mesures pour une nouvelle robe. « Tu as des cernes. Tu ne dors pas bien ?» Si seulement elle savait. Si elle imaginait ce qui se passait après qu'elle s'effondrait de fatigue le soir. Mais comment lui dire? Comment détruire notre famille? Comment lui montrer que l'homme avec qui elle partageait son lit était un monstre déguisé en père aimant? Alors je mentais. Je vais bien, maman. J'étudie beaucoup ces temps-ci. Les années ont passé. L'abus a continué. De mes 8 à mes 12 ans, j'ai vécu une double vie. Pour le monde, j'étais la fille de Monsieur Antoine et Madame Françoise. Une petite fille polie, aidant sa mère à la couture, réussissant à l'école malgré des hauts et des bas. À la maison, la nuit, j'étais la victime d'un prédateur qui aurait dû me protéger. Mes amis, cette partie de l'histoire est très difficile à raconter. Parfois, j'ai l'impression que les mots restent coincés dans ma gorge, même après tant de décennies. Mais je sens que je dois partager, car il y a beaucoup de petites Marlines qui souffrent en silence, pensant être seules. Elles ne le sont pas. Je comprends cette douleur. Je l'ai vécue et je suis là pour dire qu'il existe un chemin pour s'en sortir. Si vous regardez depuis un coin de France, dites-le moi dans les commentaires. Cela me fait sentir moins seule dans ce partage de mon histoire. Et n'oubliez pas de laisser un like. Ça aide beaucoup cette grand-mère à toucher plus de personnes avec ce message. Quand j'ai eu 12 ans, quelque chose a changé dans la dynamique de notre maison. Ma mère a commencé à recevoir plus de commandes de couture. Une boutique du centre de Lyon avait engagé ses services, ce qui apportait plus d'argent mais aussi plus de travail. Elle passait des journées entières dehors, livrant et récupérant des commandes. « Occupe-toi de Marline pour moi », disait ma mère à mon père avant de sortir. « Ne la laisse pas seule. » Et lui, avec ce sourire qui me glaçait le sang, « Tu peux compter sur moi, Françoise. Je prendrai soin de notre princesse comme personne. » Mais avec ma mère qui passait de plus en plus de temps dehors, mon père est devenu audacieux. Il n'attendait plus qu'elle dorme pour entrer dans ma chambre. Désormais, il m'abordait dès que je franchissais la porte. Dans la salle de bain,
dans la cuisine, dans le salon, chaque pièce de la maison devenait le décor de mon cauchemar. Nous nous rapprochons, n'est-ce pas, ma princesse, murmurait-il en me touchant. C'est notre secret spécial. Je n'étais plus cette enfant innocente qui croyait tout ce qu'il disait. À 12 ans, je savais déjà que c'était mal. Les pères ne devaient pas toucher leur fille ainsi. Ce secret n'était rien d'autre qu'un crime. Pourtant, la peur me paralysait encore. Peur de parler, peur de briser notre famille, peur que personne ne me croie. Mon corps changeait. La puberté avait commencé, et avec elle, la situation ne faisait que s'aggraver. Mon père semblait fasciné par ces transformations, commentant chaque évolution d'une manière qui me donnait envie de disparaître. « Tu deviens une jolie demoiselle », disait-il, m'observant à travers la porte entr'ouverte. « Bientôt, tu seras une femme. » Le mot « femme », prononcé par lui, résonnait comme une menace, comme s'il comptait les jours avant que quelque chose de pire n'arrive. Moi aussi, je comptais les jours, mais pour autre chose, grandir, quitter cette maison, échapper à cet enfer. À l'école, ma professeure de sciences abordait le sujet de l'abus sur les enfants. Elle expliquait les contacts d'inappropriés, comment certains adultes exploitent les enfants, et l'importance de parler à une personne de confiance si cela se produit. Je suis restée figée à mon pupitre, le sang quittant mon visage. C'était comme si elle racontait ma vie, comme si elle connaissait mon secret. Après le cours, elle m'a appelée, « Marley, ça va? Tu es devenue si pâle pendant l'explication. » J'ai failli tout révéler. Les mots étaient sur le bout de ma langue. Mon père m'abuse depuis mes 8 ans. S'il vous plaît, aidez-moi. Mais alors, j'ai pensé à ma mère, à tout le travail qu'elle faisait pour maintenir notre maison, à combien elle aimait mon père malgré tout. Je vais bien, madame, juste un peu fatiguée. Fatiguée. Toujours la même excuse, toujours le même mensonge. À 13 ans, j'ai commencé à résister. Pas physiquement, j'avais encore trop peur pour ça, mais en dressant des barrières. Je verrouillais la porte de la salle de bain quand je prenais mon bain. J'inventais des excuses quand il essayait de m'embrasser. Je dormais, avec la lumière allumée, sachant qu'il préférait l'obscurité pour ses visites nocturnes. « Tu es différente, ma princesse », a-t-il grogné, irrité après que j'ai refusé un de ses câlins spéciaux. Je grandis, papa, ai-je répondu en essayant de paraître désinvolte. Je ne suis plus une enfant. Sa colère a grandi. Peu importe à quel point tu grandis, tu resteras toujours ma petite fille. Ces mots m'ont glacée, comme si j'étais une propriété, un objet qu'il pouvait utiliser à sa guise. C'est à ce moment que j'ai commencé à rêver de fuir. Prendre un train pour Paris, trouver un travail, construire une vie loin de cette maison, loin de cet homme. Mais où irait une fille de 13 ans? Qui lui donnerait un logement, un travail? Je finirais dans la rue, et ma mère? Comment ferait-elle sans moi? Alors je continuais à faire semblant, à survivre, à attendre un miracle qui ne venait jamais. À 14 ans, Lucille est arrivée dans la maison d'Axe en grave côté. Elle avait mon âge, mais semblait plus vieille, plus maligne, plus courageuse. Rapidement, nous sommes devenus amis, et pour la première fois depuis des années, j'ai senti que je pouvais faire confiance à quelqu'un. Un après-midi, seule dans sa chambre, écoutant des disques et parlant des garçons de l'école, elle m'a posé une question qui a tout changé. « Marline, pourquoi tu deviens toujours tendue quand ton père s'approche ?» J'ai été prise au dépourvu. Je ne savais pas que c'était si évident. J'ai pensé à mentir, à inventer une excuse, mais j'étais tellement fatiguée de porter ce secret seule. « Lucille, si je te dis quelque chose, tu promets de ne le dire à personne ?» Bien sûr, nous sommes amis. Alors je lui ai tout raconté. Pour la première fois, les mots ont pu sortir. Les visites nocturnes, les contacts, le secret qui avait commencé quand j'avais 8 ans et n'avait jamais cessé. La peur, la honte, la confusion, tout. Lucille est devenue pâle, des larmes coulant sur ses joues. Quand j'ai fini, elle m'a serré si fort que j'avais du mal à respirer. « Marley, c'est de l'abus », a-t-elle murmuré, la voix tremblante. « Ton père, c'est un monstre. Tu dois le dire à ta mère. »« Je ne peux pas », ai-je répondu, en pleurant à mon tour. « Elle l'aime, ça détruirait notre famille. »« Il est déjà en train de te détruire. Toi, » protesta Lucille. « Et s'il ne s'arrête pas? Et si ça empire ?» Cette nuit-là, je n'ai pas réussi à fermer l'œil. Les paroles de Lucille tournaient en boucle dans mon esprit, comme un écho oppressant. Et si ça empire, qu'est-ce qui pourrait être pire que ce que je vivais déjà? La réponse m'est apparue plus vite que je n'aurais pu l'imaginer, glaciale et inévitable.
La conversation avec Lucille avait semé une lueur de courage en moi, mais la peur restait écrasante. J'avais 14 ans, et mon corps changeait, se transformant d'une manière qui, à mon grand désespoir, attirait de plus en plus l'attention malsaine de mon père. Ses yeux ne me lâchaient jamais lorsque je traversais la maison, ce regard lourd et glacial qui me faisait me sentir souillée, comme s'il me dépouillait de mes vêtements et de mon innocence rien qu'en me regardant. « Marley, tu ressembles tellement à ta mère quand elle était jeune », disait-il devant les visiteurs, posant son bras autour de mes épaules d'une façon qui paraissait innocente aux yeux de tous. Si charmante, mais encore bien plus jolie. Ma mère souriait, convaincue que c'était un compliment sincère. Elle n'avait aucune idée de ce que ces mots signifiaient réellement, ni de ce qui se passait quand son regard se détournait. La pression de sa main sur mon épaule descendait le long de mon dos dès qu'aucun autre ne regardait. Les gestes malsains devenaient plus fréquents et plus violents. Avant, il attendait que ma mère soit endormie. Maintenant, il profitait de chaque instant où nous étions seuls. Le matin, avant que ma mère ne se réveille, pendant la journée, lorsqu'elle sortait livrer ses commandes, et le soir, en feignant de venir me souhaiter bonne nuit. « Ma princesse, tu deviens encore plus belle chaque jour », murmurait-il en entrant dans ma chambre la nuit. « Tu sais à quel point tu es précieuse pour papa, n'est-ce pas ?» Je fermais les yeux et tentais de m'évader mentalement, comme je l'avais toujours fait. Je m'imaginais courant dans des champs verdoyants, marchant sur des plages désertes, escaladant des montagnes enneigées, partout, sauf ici, dans cette chambre, dans cette maison, dans cette vie. Mais m'échapper devenait de plus en plus difficile. L'horreur était trop réelle, trop proche, trop oppressante. Mon corps a commencé à montrer les marques du traumatisme. J'ai perdu beaucoup de poids. Mes uniformes scolaires semblaient flotter sur mon corps maigri. Mes ongles étaient rongés jusqu'au sang. Je souffrais de spasmes nocturnes et me réveillais en hurlant à cause de cauchemars qui semblaient dérisoires face à la réalité que je vivais. Ma mère commençait à s'inquiéter sérieusement. « Ma fille, tu ne te sens pas bien ? Il faut aller consulter un médecin, » disait-elle. Comment lui expliquer que ce mal ne se soignait pas avec des médicaments ? Que le poison qui me rongeait vivait sous le même toit, partageait nos repas, et était l'homme qu'elle aimait. « C'est juste le stress de l'école, maman, ça va passer, » répondais-je. À l'école, mes résultats avaient complètement chuté. Moi qui avais toujours été une élève sérieuse, je peinais à suivre le cours. Mon esprit restait en alerte, tendu, épuisé de faire semblant que tout allait bien. Ma professeure de français a un jour demandé à ma mère lors d'une réunion scolaire, « Marlene a-t-elle des soucis à la maison ?» « Pas que je sache, » répondit ma mère, surprise et confuse. « Nous sommes une famille tranquille. Tranquille. » Quelle ironie. Notre maison était en réalité un champ de bataille silencieux où je combattais seul chaque nuit contre un ennemi invisible aux autres. À 15 ans, le cauchemar a pris une nouvelle intensité. Mon père a commencé à me suivre discrètement lorsque je sortais avec des amis. Il surgissait par hasard à la pâtisserie où nous étions, à l'entrée du cinéma, sur la place où nous nous retrouvions. Il m'observait, me contrôlait, comme s'il craignait que je révèle notre secret. Et moi, j'avais peur aussi. Peur de ce qu'il ferait s'il découvrait que j'avais parlé à Lucille. Peur de ce qui pourrait arriver si quelqu'un d'autre l'apprenait. Peur que personne ne me croie. « Ton père est tellement attentif », disait une camarade de l'école après qu'il se soit proposé de nous raccompagner, toujours soucieux de toi. Si elle savait ce que cette attention cachait, si elle pouvait percer le masque du père aimant. C'est à cette époque qu'il a commencé à m'offrir des cadeaux pour compenser ses abus. Un chemisier que j'avais admiré en vitrine, une paire de chaussures que toutes les filles du collège portaient, un bracelet en argent pour mon anniversaire. « C'est notre secret », murmurait-il en me tendant le paquet après une autre nuit d'horreur. « Ta mère n'a pas besoin de savoir combien ça a coûté. » Je détestais ces présents. Chacun de ces cadeaux était comme une chaîne invisible. Il me liait au silence, me transformant en complice de ce que je subissais. Mais je les acceptais malgré tout. Que pouvais-je faire d'autre ? En 1973, alors que j'approchais des 16 ans, un drame familial a perturbé notre quotidien. Ma grand-mère maternelle avait fait un AVC et nécessitait une attention constante. Ma mère a décidé de passer 2 semaines à Saint-Étienne pour s'occuper d'elle. « Tu seras bien avec ton père ?» demanda-t-elle, inquiète de me laisser seule. J'ai voulu hurler. « Non, emmène-moi avec toi, ne me laisse pas seule avec lui. » Mais je me suis contentée de sourire et de dire « Bien sûr, maman, tout ira bien. » Ces 14 jours ont été interminables. Sans le refuge que représentait la présence de ma mère,
Même inconsciente de la réalité, mon père est devenu plus audacieux, plus violent, plus insatiable. Dès le premier soir après le départ de ma mère, il a murmuré « Maintenant, nous sommes seuls, ma princesse. Plus besoin de jouer un rôle, plus besoin de se cacher. » Le jour, je passais le plus de temps possible à l'école. Je me cherchais des groupes de travail, des activités extrascolaires, n'importe quoi pour retarder le retour à la maison. Mais la nuit finissait toujours par tomber, et avec elle, l'inévitable. C'est à cette période que j'ai rencontré Charles, un camarade qui semblait s'intéresser à moi. Il était doux, respectueux, totalement différent de celui que j'appelais père. Quand il m'a proposé de sortir, j'ai accepté aussitôt, voyant là une échappatoire temporaire. Nous nous sommes retrouvés sur la place Bellecour un samedi après-midi. C'était mon premier rendez-vous, ma première tentative d'avoir un instant de normalité. Charles me tenait la main en marchant, m'achetait une glace, me faisait rire avec des histoires sur l'équipe de football de l'école. Pendant quelques heures, j'ai oublié l'horreur de ma vie. J'ai oublié ce qui m'attendait chez moi. Quand il m'a donné un baiser d'adieu, innocent et tendre, comme tout premier baiser devrait l'être, un mélange d'émotions m'a envahi. Joie de ce moment normal, tristesse de savoir que ma vie n'était pas normale, et peur en pensant que mon père m'observait depuis l'autre côté de la place. Qui était ce garçon ? A-t-il demandé dès mon retour à la maison, saisissant mon bras si fort que des marques y restèrent. Qu'est-ce que tu faisais avec lui ? C'est juste un ami de l'école, ai-je murmuré en tentant de me dégager. Je ne veux pas que tu sortes avec des garçons, a-t-il grondé, ses yeux noirs de colère. Tu es ma fille, mienne. Ce mot, mienne, est tombé comme un verdict, me rappelant que j'étais un objet, une possession, et non une personne avec ses propres choix. Papa, j'ai grandi, ai-je osé dire, rassemblant un courage fragile. C'est normal de sortir avec des amis. Normal ? Il a ri d'un rire glaçant. Tu crois comprendre ce qui est normal ? Tu crois savoir ce qui se passe dehors ? Ce garçon ne veut qu'une chose de toi, et tu sais quoi ? L'ironie m'a frappé comme un coup. Celui qui me privait depuis des années de ce qu'aucun père ne devrait jamais vouloir de sa fille m'accusait maintenant de corruption. Lui, le prédateur de mon enfance, prétendait me protéger de dangers imaginaires. Cette nuit-là, la punition pour mon prétendu écart a été le pire des abus que j'avais subis jusque-là. Pour la première fois, j'ai pensé sérieusement à en finir. Je me suis imaginé avalant tous les médicaments que ma mère gardait pour la santé de ma grand-mère, dans l'armoire de la salle de bain, d'un seul coup. Mais alors, mes pensées revenaient toujours à ma mère. Comme elle souffrirait si je partais, comme elle se blâmerait sans jamais connaître la vérité. Une petite voix à l'intérieur de moi, celle qui croyait encore en un futur, murmurait « Tiens bon, un jour ça se terminera ». Quand ma mère est rentrée de Saint-Étienne, elle a tout de suite remarqué le changement. J'étais plus maigre, plus pâle, plus silencieuse que jamais. Que s'est-il passé pendant mon absence ? A-t-elle demandé en caressant mes cheveux lors d'une soirée rare où nous étions seuls dans la cuisine. Toi, ton père, vous vous êtes disputés, ai-je répondu. J'avais ouvert la bouche pour parler, pour tout dire. La vérité était là, prête à sortir, à enfin s'échapper après tant d'années enfermées dans ma gorge. Maman, papa. Mais à ce moment-là, le bruit de la porte d'entrée a résonné. Il était rentré et la peur, cette vieille compagne, m'a paralysée à nouveau. Rien, maman, tu m'as juste manqué. Quelques semaines plus tard, Lucille, mon amie et unique confidente, est venue me chercher, le visage grave. Marley, je ne peux plus supporter de te voir subir ça. Si tu ne le dis pas à ta mère, je le ferai à ta place. La panique m'a envahie. Non, Lucille, tu avais promis. Il me tuera s'il apprend que j'ai parlé. Il te détruit petit à petit, m'a-t-elle répondu, les larmes coulant sur ses joues. Regarde-toi, tu dépéris, tu disparais sous nos yeux. Elle avait raison. Chaque abus emportait un morceau de mon âme, un fragment de ma volonté de vivre. Je me transformais en coquille, en fantôme de la petite fille que j'avais été. Donne-moi du temps, ai-je supplié. Je trouverai un moyen de tout dire à ma mère, mais il faut que ce soit à ma manière, en préparant le terrain. Lucille a accepté à contre-cœur mais m'a fixé un ultimatum, si tu ne l'as pas dit d'ici la fin du mois, je le ferai. Cet ultimatum a allumé une étincelle en moi. Je devais agir, je devais trouver une solution. Mais quoi ? Comment rompre ce cycle d'abus qui durait déjà presque la moitié de ma vie ? Alors j'ai commencé à planifier ma fuite. J'ai rassemblé le peu d'argent que j'avais mis de côté grâce aux cadeaux d'anniversaire et de Noël.
J'ai cherché des trains pour Paris, où vivait une cousine éloignée. J'ai pensé à écrire une lettre à ma mère pour tout lui expliquer, la laisser trouver après mon départ. Mais alors que je préparais ce plan, quelque chose de terrible se tramait dans l'ombre. Quelque chose qui allait bouleverser à jamais ma vie, celle de ma mère, et celle de toute notre famille. Mon père a dû sentir mon agitation, mes chuchotements avec Lucille, mes regards fuyants alors que je préparais ma fuite. Peut-être avait-il remarqué l'argent caché sous le matelas ou entendu quelques mots sur Paris. Ce que je sais, c'est qu'il a décidé qu'il était temps de passer à l'action, d'assurer mon silence une bonne fois pour toutes, de la manière la plus violente imaginable. Et ainsi, nous arrivons à cette nuit. La nuit qui a divisé ma vie en un avant et un après. La nuit qui, même après des années, me fait encore me réveiller en criant dans les heures les plus sombres. C'était un vendredi, le 10 août 1973. Je n'oublierai jamais cette date. Cette nuit reste gravée en moi, comme une cicatrice qui ne s'efface jamais complètement. J'avais tout juste fêté mes 16 ans le mois précédent. L'été touchait à sa fin à Lyon. Les journées commençaient à laisser transparaître la chaleur, mais les nuits restaient encore fraîches, agréables pour dormir. Ma mère était sortie rendre visite à une cliente importante dans le 6e arrondissement, une femme aisée qui commandait toujours des robes sur mesure. C'était un travail bien rémunéré et ma mère ne pouvait pas refuser. Je rentre avant 22 heures, avait-elle promis, déposant un baiser sur mon front comme elle le faisait depuis mon enfance. Je restais seule à la maison avec lui. Mon estomac se nouait rien qu'à penser à ce qui allait suivre. Ces derniers jours, mon père était étrange, plus silencieux, plus attentif, comme s'il préparait quelque chose. Ses yeux me suivaient à travers la maison d'une manière différente, même comparée à son comportement habituel. J'ai décidé de rester dans ma chambre, porte verrouillée, faisant semblant de réviser un examen. En réalité, je finalisais mon plan de fuite. J'avais réuni près de 1000 francs, économisés sur plusieurs années, quelques pièces dissimulées, quelques billets récupérés parmi les cadeaux qu'il ne remarquait jamais. Ce n'était pas beaucoup, mais assez pour le billet de train jusqu'à Paris et quelques jours de nourriture chez ma cousine. Vers 20h30, il a frappé à ma porte. « Marlène, j'ai préparé du thé pour toi, ouvre la porte. » J'ai trouvé ça étrange. Mon père ne mettait jamais les pieds dans la cuisine. C'était, selon lui, un travail de femme. « Je ne veux pas, papa, j'étudie, ai-je répondu. « Allez, ma princesse, c'est de la camomille, ça va t'aider à te détendre avant l'examen, tu es nerveuse ces derniers temps, a-t-il insisté, sa voix pleine d'une fausse douceur qui m'a glacé le sang. Je savais pourtant que si je n'ouvrais pas, il resterait là à insister, et finirait par perdre patience. Il valait mieux agir avec lui calmement plutôt qu'en colère. J'ai entrouvert la porte juste assez pour attraper la tasse. « Merci », ai-je murmuré en essayant de la refermer rapidement, mettant le pied dans l'entrebâillement. « Tu ne vas pas boire devant moi » a-t-il demandé. « C'est spécialement pour toi » a-t-il ajouté. J'ai observé le liquide jaunâtre dans la tasse. Il ressemblait à de la camomille normale, mais quelque chose en moi criait danger. « Je suis occupée, papa, je boirai après » ai-je dit. « Bois maintenant » a-t-il ordonné, son ton devenu ferme. Ce n'était plus une demande, c'était un ordre. « Je veux te voir boire. » À cet instant, j'ai su qu'il y avait quelque chose de mal avec ce thé. Mais que pouvais-je faire? Si je refusais, il pourrait forcer. Si je le jetais, il le verrait. Je me sentais coincée, comme je l'avais été depuis mes 8 ans. Alors une idée m'est venue. J'ai feint de porter la tasse à mes lèvres, la penchant lentement. « Il est chaud » ai-je murmuré, gagnant du temps. « Souffle alors » a-t-il dit avec impatience. J'ai fait encore 2 gorgées factices, approchant la tasse de ma bouche sans vraiment boire. « C'est bon, papa, merci » ai-je dit. Mais il ne bougeait pas. Il restait là, immobile, à m'observer. « Finis tout » a-t-il insisté. J'ai compris que je n'avais pas le choix. J'ai pris une petite gorgée, espérant que ce que j'avais avalé, minime, ne me ferait pas de mal. Le thé avait une amertume subtile, différente de la camomille habituelle. J'ai voulu croire que ce n'était qu'une impression. « Tu vois, ce n'était pas si difficile » a-t-il souri, retirant enfin son pied de la porte. « Finis le reste et repose-toi un peu. Tu es trop tendu ces derniers temps. » Dès qu'il s'est éloigné, j'ai refermé la porte et couru jusqu'à la fenêtre. Je l'ai ouverte et ai jeté le reste du thé dans les buissons de la cour. Quelque chose en moi savait que ce n'était pas simplement de la camomille. Mon instinct,
affûtés par des années de survie, se trompaient rarement. Je suis retournée à mes livres, à mon plan de fuite. Mais 20 minutes plus tard, une torpeur étrange s'est emparée de moi. Ma vision se brouillait légèrement, mes membres devenaient lourds. Même cette petite gorgée semblait agir. J'ai essayé de lutter contre la sensation, me levant, marchant dans la chambre, m'aspergeant le visage d'eau. C'est alors que j'ai entendu la porte s'ouvrir. Je n'avais pas réalisé qu'il avait une clé de rechange. Comment avais-je pu être si imprudente? Le thé fait effet, ma princesse, dit sa voix, lointaine malgré sa proximité. Juste pour t'aider à te détendre, profiter de notre moment spécial. J'ai tenté de crier, mais ma langue semblait engourdie. J'ai voulu fuir, mais mes jambes refusaient d'obéir. Qu'est-ce que tu as mis dans le thé? Ai-je réussi à articuler, les mots traînant. Juste quelque chose pour te détendre, pour profiter de notre moment spécial, répéta-t-il. Notre moment spécial. Ces mots m'ont glacé le sang comme jamais auparavant. Ce n'était pas comme les autres fois. Il y avait quelque chose de calculé dans son regard, prémédité. J'ai essayé de me traîner loin de lui pendant qu'il avançait, mais mon corps refusait de réagir correctement. C'était comme être prisonnière de moi-même, consciente de tout mais incapable d'agir. Papa, non. S'il te plaît, ai-je crié intérieurement. Chut, ma princesse, ça va être différent aujourd'hui, très spécial, a-t-il murmuré. Ce qui s'est passé ensuite est presque impossible à décrire. La drogue que j'ai découverte plus tard, un puissant sédatif mélangé au thé, ne m'a pas fait perdre connaissance complètement. Je restais dans un état semi-conscient, capable de comprendre mais incapable de réagir. C'était comme être coincé dans un cauchemar où tu veux crier, courir, te réveiller, mais rien ne bouge. Je percevais son contact, sa respiration, chacun de ses gestes. Je voyais tout, mais restais paralysée, impuissante, comme si j'étais le spectateur d'un film dont j'étais la victime. Au milieu de cette horreur, j'ai entendu un bruit dans le salon. La porte d'entrée s'ouvrit, des pas résonnèrent dans le couloir, et j'ai reconnu la voix de ma mère. « Antoine, Marlène, elle est rentrée plus tôt, dit-elle. » Madame Dubois ne se sentait pas bien. Pour la première fois, j'ai vu la panique dans les yeux de mon père. Il ne s'attendait pas à ce qu'elle revienne si tôt. Il n'avait rien prévu. « Antoine, où es-tu » Les pas se rapprochaient de ma chambre. Mon père a tenté de se recomposer rapidement, de cacher ce qu'il était en train de faire, mais c'était déjà trop tard. La porte de la chambre s'est ouverte complètement, et ma mère était là. Son visage, toujours si doux, s'est figé dans un masque d'horreur en découvrant la scène. Ses yeux se sont écarquillés. Le sac qu'elle tenait a chuté au sol avec un bruit sourd. Mon Dieu du ciel! Qu'est-ce qui se passe ici? C'était comme si le temps s'était arrêté. Mon père est resté figé sur place. Moi, encore sous l'effet de la drogue, j'ai tenté de parler, de bouger, mais seuls des sons incohérents sortaient de ma bouche. Françoise, ce n'est pas ce que tu crois, a commencé mon père, la voix tremblante pour la première fois depuis que je le connaissais. La petite a de la fièvre, ce n'est rien. Je voulais lui dire de se taire, mais ma voix ne sortait pas. Je n'avais jamais entendu ma mère crier ainsi. Elle, toujours si mesurée, si douce, a hurlé avec une force qui semblait surgir du plus profond de son âme. « Éloigne-toi d'elle maintenant. » Mon père a tenté de s'approcher, de toucher son bras, de trouver une excuse, mais ma mère a reculé comme si son contact la brûlait. « Ne me touche pas, ne t'approche pas. » Elle a couru jusqu'à moi, semi-consciente dans le lit. « Marlène, mon Dieu, qu'est-ce qu'il t'a fait? Ma fille, parle-moi. » J'ai essayé de répondre, mais ma langue refusait de collaborer. Maman, le thé, il a mis un médicament. Même dans mon état, j'ai vu la compréhension éclore dans ses yeux. Et alors quelque chose d'inédit est apparu, une haine pure, primordiale, ce genre de fureur qu'une mère ressent lorsqu'elle réalise que son enfant a été blessé. Elle s'est tournée vers mon père, encore en train de bafouiller des excuses. Ce qui s'est passé ensuite reste gravé dans ma mémoire comme si c'était hier. Ma mère, cette petite femme délicate, s'est jetée sur lui avec la force d'une lionne. Elle l'a frappé à la poitrine avec ses poings, l'a griffé, criant des mots que je n'avais jamais entendus sortir de sa bouche. « Monstre! Démon, comment peux-tu, ta propre fille ?» Mon père, surpris, a reculé jusqu'au mur. Je n'avais jamais vu de peur dans ses yeux, mais là, il était terrifié. « Françoise, calme-toi, ce n'est pas ce que ça semble être. Laisse-moi expliquer. » Expliquer,
J'ai vu ce que tu faisais. J'ai vu. Elle a saisi la lampe de chevet et l'a projetée sur lui de toutes ses forces. Depuis quand, Antoine? Depuis quand abuses-tu de notre fille? Le silence de mon père a répondu à la question qu'elle redoutait. Ma mère m'a regardé, puis l'a de nouveau fixé. La compréhension de l'horreur de toutes ces années l'a frappé comme un éclair. Depuis quand, Antoine, depuis quand abuses-tu de notre fille? Il a baissé les yeux, incapable de répondre. Alors ma mère a complètement perdu le contrôle. Elle a attrapé les ciseaux qu'elle portait toujours dans la poche de son tablier, son outil de couture, et s'est jetée sur lui. « Je vais te tuer. Je vais en finir avec toi. » Les ciseaux ont atteint son bras, creusant une coupure profonde qui s'est mise à saigner immédiatement. Mon père a crié de douleur et de surprise, reculant dans le couloir. « Tu es devenue folle. Tu vas m'attaquer avec des ciseaux? » Folle. Je suis lucide pour la première fois. Sors de ma maison. Sors maintenant. Il a tenté de s'approcher à nouveau, de saisir ses bras, mais ma mère était possédée par une force que je ne connaissais pas. Elle continuait à frapper avec les ciseaux, la plupart des coups dans le vide, mais certains atteignant la chair. « Arrête, tu vas le tuer. » C'est exactement ce qu'elle voulait. Même dans mon état, j'ai compris ce qui se passait. Ma mère pourrait tuer mon père à cet instant et finir en prison. Notre vie, déjà détruite, serait totalement ruinée. Rassemblant toute la force que je pouvais trouver, je me suis traînée jusqu'au bord du lit et j'ai crié, la voix traînée par la drogue. « Maman, arrête, ça n'en vaut pas la peine. » Quelque chose dans mon cri l'a arrêtée. Elle a regardé vers moi, puis les ciseaux dans sa main couverts de sang, puis son propre tablier taché de rouge. Mon Dieu, qu'est-ce que je fais? Profitant de ce moment d'hésitation, mon père a couru vers la porte d'entrée. J'ai entendu ses pas précipités, la porte s'ouvrir et claquer avec force. Il s'était enfui. Ma mère a lâché les ciseaux et a couru vers moi, m'embrassant, pleurant comme je ne l'avais jamais vue pleurer. « Ma fille, pardonne-moi. Pardonne-moi de ne pas avoir vu. Comment ai-je pu être si aveugle? Comment n'ai-je pas remarqué ce qui se passait sous mon toit? » J'ai finalement réussi à la serrer contre moi, mes bras retrouvant un peu de mouvement. « Ce n'était pas ta faute, maman. Si c'était ma faute, c'était mon devoir de te protéger, et j'ai échoué. J'ai terriblement échoué. » Nous nous sommes embrassés et avons pleuré ensemble. Deux cœurs brisés tentant de se consoler au milieu d'un cauchemar. Quand j'ai enfin pu parler clairement, j'ai tout raconté, depuis le premier contact inapproprié à mes 8 ans jusqu'à cette nuit. Chaque abus, chaque menace, chaque manipulation. C'était comme déverser des années de poison accumulées en une seule confession. Ma mère a tout écouté en silence, les larmes coulant sur ses joues, hochant la tête de temps en temps, tenant mes mains fermement. « Pourquoi ne me l'as-tu pas dit avant, ma fille? J'avais peur. Peur que tu ne me crois pas. Peur de détruire notre famille. » « Quelle famille? » a-t-elle demandé d'une voix douce. « Une famille construite sur des mensonges et la douleur. Ce n'est pas une famille, c'est une prison. » Cette même nuit, elle a appelé la police. Quand les policiers sont arrivés, elle a tout raconté, tout ce qu'elle avait vu, tout ce que j'avais révélé. Ils ont pris nos dépositions, regardant autour d'eux avec des expressions graves. « Madame, vous avez attaqué votre mari avec une arme blanche, » a dit un des policiers. « C'est une tentative d'homicide, » a-t-il ajouté. « C'était de la légitime défense, » a répondu ma mère sans hésiter. « Il droguait et abusait de ma fille. Je le referai si nécessaire, » a-t-elle ajouté. L'autre policier, plus âgé et à l'air plus compréhensif, a hoché la tête. « Nous allons enregistrer cela comme défense en situation de flagrant délit, mais nous devons emmener la fillette à l'hôpital pour des examens. » L'hôpital a été une autre épreuve. Examen invasif, questions embarrassantes, regards mêlés de pitié et de jugement. Mais l'essentiel, c'est qu'ils ont pu prouver la présence de sédatifs dans mon organisme et les abus prolongés. Mon père n'est pas rentré à la maison cette nuit-là, ni la suivante. En fait, il s'est enfui, tentant d'échapper à la justice et à la honte, mais il n'irait pas loin. Cette nuit a tout changé. Le secret avait été exposé, le masque arraché, le monstre révélé. Et bien que la douleur fût immense, et que le chemin à venir paraisse effrayant et incertain, pour la première fois depuis des années, j'ai senti que je pouvais respirer. Le cauchemar n'était pas terminé. En fait, à bien des égards, tout ne faisait que commencer. Mais maintenant, je n'étais plus seule. Ma mère était à mes côtés, prête à lutter avec moi, à me protéger comme elle aurait toujours dû le faire. Et cela changeait tout.
Les jours qui ont suivi cette nuit ont été comme marcher sur une corde raide au-dessus d'un abîme. Tout ce que nous connaissions comme famille, comme vie, s'était effondré, et nous essayions de retrouver un équilibre au milieu des décombres. Ma mère n'a pas quitté mon côté une seule seconde durant cette première semaine. Elle dormait dans le même lit que moi, m'accompagnait aux toilettes, restait à la porte de l'école jusqu'à la fin des cours. C'était comme si elle voulait compenser en quelques jours ce qu'elle n'avait pas vu pendant des années. « Je ne vais plus jamais échouer avec toi », répétait-elle en serrant mes mains entre les siennes. Plus jamais. La nouvelle s'est répandue dans le quartier comme un feu dans la paille sèche. Les voisins qui auparavant souriaient et saluaient fermaient maintenant leurs rideaux lorsque nous passions. Certains, surtout les plus anciens, regardaient ma mère avec désapprobation, comme si elle avait trahi son mari en le dénonçant, et non l'inverse. « Ne les regarde pas », disait ma mère quand elle voyait mon malaise face à leurs regards. Ils ne savent rien. Ils n'ont pas vécu ce que nous avons vécu. Mon père a été retrouvé 3 jours plus tard à Grenoble, à environ 100 km de Lyon. Il se cachait chez un cousin, planifiant de fuir vers l'Allemagne. La police l'a arrêté sans résistance. Selon le rapport, il semblait résigné, comme s'il savait qu'il ne pourrait pas échapper éternellement. Quand j'ai appris son arrestation, j'ai ressenti un mélange confus d'émotions. Soulagement de savoir qu'il ne pourrait plus me faire de mal. Colère pour toutes ces années d'abus. Tristesse pour ce qui aurait pu être et n'a jamais été. Et, aussi étrange que cela puisse paraître, une pointe de culpabilité. Cette culpabilité irrationnelle que portent les victimes, comme si elles étaient d'une manière ou d'une autre responsables de leur propre souffrance. « Tu n'as aucune culpabilité », me disait Lucille à chaque fois qu'elle percevait ce sentiment en moi. C'était l'adulte, c'était ton père. Toute la culpabilité lui appartenait. Le processus judiciaire a commencé en septembre 1973. C'était l'un des premiers cas d'abus d'enfants à gagner une visibilité à Lyon, une ville où de telles affaires étaient habituellement étouffées, considérées comme des problèmes familiaux à garder entre 4 murs. Le juge, le docteur Moreau, était un homme sérieux d'une 50aine d'années, aux yeux qui semblaient percer l'âme des gens. Quand je suis entrée dans la salle d'audience pour la première fois, tremblante et effrayée, il m'a regardée avec une gentillesse inattendue. « Je sais que c'est difficile d'être ici », a-t-il dit d'une voix calme et posée. « Mais tu fais la bonne chose. Tu te protèges, non seulement toi-même, mais aussi d'autres enfants qui pourraient être victimes à l'avenir. » Je n'avais jamais envisagé les choses de cette manière. Que ma douleur pouvait, d'une certaine façon, éviter celle des autres. Que ma voix, si longtemps silencieuse, pouvait maintenant faire une différence. J'ai dû témoigner plusieurs fois durant le processus. Raconter et re-raconter chaque détail des abus, depuis les premiers contacts inappropriés jusqu'à cette dernière nuit. C'était comme revivre le traumatisme à répétition, arrachant des pansements sur des blessures à peine cicatrisées. L'avocat de mon père, Maître Durand, était un homme maigre, aux petits yeux perçants. Sa stratégie était claire dès le début, me discréditer. Insinuer que j'inventais des histoires. Suggérer que j'étais une adolescente à problème cherchant à attirer l'attention. « Mademoiselle, ne trouvez-vous pas étrange de n'avoir jamais rien dit à personne pendant toutes ces années ?» demandait-il, la voix chargée d'incrédulité forcée. « Ni à votre mère, ni à vos professeurs, ni aux médecins. »« Je l'ai dit à mon amie Lucille », ai-je répondu, la voix tremblante mais déterminée. Et il continuait à me menacer, à insinuer que personne ne me croirait. « Comme personne ne devrait vous croire maintenant », a-t-il insinué, provoquant aussitôt les protestations du procureur et un sévère rappel à l'ordre du juge. Ma mère a souffert autant que moi pendant le procès. En plus de devoir gérer la culpabilité écrasante de ne pas avoir perçu les abus, elle a dû affronter les accusations d'avoir attaqué mon père avec des ciseaux. « Madame, ne pensez-vous pas que vous avez réagi de façon excessive ?» a demandé l'avocat de la défense. « Après tout, vous auriez pu appeler la police au lieu d'essayer de faire justice vous-même. » Quand j'ai vu cet homme, mon mari, abuser de ma fille droguée, a-t-elle répondu sans détourner le regard, je n'ai rien vu d'autre que rouge. Je n'ai pas réfléchi. J'ai seulement agi. N'importe quelle mère aurait fait la même chose. Le procès s'est traîné pendant presque 6 mois. 6 mois d'aller-retour au tribunal, de témoignages douloureux, de questions invasives, de regards de pitié et de jugement. 6 mois où j'ai dû revivre la pire période de ma vie sous le regard scrutateur d'étrangers. L'école est devenue un champ de mines. Certains camarades se sont éloignés comme si l'abus était contagieux. D'autres chuchotaient dans les couloirs quand je passais.
Certains ont même dit que j'avais provoqué mon père, que j'avais demandé ça d'une manière ou d'une autre. Ne les écoute pas, disait Lucille, ma fidèle garde du corps au milieu de la tempête. Ils sont ignorants. Ils ne savent pas de quoi ils parlent. Mais les mots faisaient mal quand même. Chaque chuchotement, chaque regard, chaque rire étouffé était comme du sel sur des blessures ouvertes. Les professeurs essayaient d'aider à leur manière. Certains étaient trop gentils, me traitant comme si j'étais faite de cristal, prête à se briser à tout moment. D'autres faisaient semblant que rien ne s'était passé, dans une tentative maladroite de normalité. La directrice, Madame Bernard, m'a appelée dans son bureau un jour et a dit quelque chose que je n'ai jamais oublié. Marlène, ce qui t'est arrivé était terrible, mais cela ne définit pas qui tu es ni qui tu deviendras. Souviens-toi de ça. Au milieu de tout ça, ma mère et moi avons dû réinventer nos vies à zéro. Le garage mécanique que mon père entretenait au fond de la maison était notre principale source de revenus. Avec lui en prison, nous n'avions que le travail de couture de ma mère, qui suffisait à peine à payer les factures. Je vais devoir travailler plus, a-t-elle dit, des cernes profonds marquant son visage autrefois si vivant. Je vais prendre plus de commandes, faire de plus longs horaires et je peux trouver un travail après l'école, ai-je suggéré, voulant alléger son fardeau. Non, a-t-elle été ferme. Ta seule obligation maintenant est d'étudier et de guérir. Laisse-moi m'occuper du reste. Et c'est ce qu'elle a fait. Elle se levait à 5 heures du matin, cousait jusqu'à l'heure de m'emmener à l'école, puis continuait jusqu'à tard dans la nuit. Petit à petit, sa clientèle a augmenté. Des épouses de médecins, d'avocats, des femmes de la société lyonnaise qui admiraient son travail, dans certains cas, son courage. « Votre mère est une guerrière », a dit Madame Olivier, une de ses clientes les plus anciennes, quand elle est venue chercher une robe chez nous. Ce n'est pas n'importe qui affronte son mari et la société pour protéger sa fille. En décembre, la sentence est enfin tombée. Mon père a été condamné à 12 ans de prison pour viol sur mineurs et autres crimes liés. Le juge a tenu à souligner la gravité du cas et l'abus de confiance impliqué. La société confie au père la mission la plus sacrée, protéger et éduquer ses enfants, a déclaré le docteur Moreau lors de la lecture de la sentence. Quand cette confiance est brisée de la manière la plus violente possible, la justice doit être rigoureuse et exemplaire. Quand nous sommes sortis du tribunal ce jour-là, j'ai senti comme si un poids énorme avait été retiré de mes épaules. Il était en prison. Il ne pourrait plus me faire mal. Justice avait été rendue, du moins sur le papier. Mais le voyage de guérison ne faisait que commencer. Sur suggestion de l'assistante sociale qui avait suivi notre dossier, j'ai commencé la thérapie avec le docteur Marthe, une psychologue spécialisée dans les traumatismes infantiles. Au début, c'était difficile de parler. Les mots restaient coincés dans la gorge. Les sentiments étaient trop confus pour être traduits en phrases cohérentes. « Tu n'as pas besoin de te presser », me disait le docteur Marthe avec cette voix calme qui est devenue mon port sûr. La guérison n'est pas une ligne droite. Il y a des bons et des mauvais jours. L'important, c'est d'aller de l'avant. Un pas à la fois. Un pas à la fois. C'est devenu mon mantra dans les mois qui ont suivi. Quand les cauchemars me réveillaient en pleine nuit, en sueur, criant. Quand les crises de panique me laissaient sans souffle au milieu d'un cours. Quand la simple vue d'un homme ressemblant à mon père me paralysait de terreur. Un pas à la fois. Ma mère a aussi commencé la thérapie. La culpabilité la consumait, transformant ses cheveux noirs en fil gris presque du jour au lendemain. Elle se reprochait de ne pas avoir perçu, de ne pas m'avoir protégée, d'avoir laissé cet homme entrer dans nos vies. La culpabilité n'a jamais été la tienne, lui répétais-je, inversant les rôles où la fille essayait de consoler la mère. Tu ne savais pas. Et quand tu as découvert, tu as tout fait correctement. En janvier 1974, nous avons pris une décision difficile mais nécessaire, vendre notre maison. Ces murs contenaient trop de souvenirs, trop de douleurs. Chaque pièce était un déclencheur, chaque coin un rappel de ce qui s'était passé. Nous avons réussi à obtenir un bon prix. Ironiquement, le scandale avait valorisé l'immeuble aux yeux d'acheteurs morbides. Avec l'argent, nous avons loué un petit appartement de l'autre côté de la ville, près du centre, où personne ne nous connaissait. Un endroit où nous pouvions recommencer sans le poids des regards ni des chuchotements. Le déménagement a été comme un rituel de purification. Nous avons laissé derrière nous les meubles, les objets, tout ce qui portait l'énergie de cette maison, de cet homme. Nous avons acheté des choses nouvelles, simples mais propres, non contaminées par le passé. Ma mère a transformé le salon de l'appartement en son atelier de couture.
Elle a acheté une machine moderne et a commencé à accepter des commandes plus complexes, robes de mariée, costumes sur mesure, vêtements exigeant patience et technique. Je pense suivre un cours de mode, m'a-t-elle confié un soir, alors qu'elle travaillait sur une broderie délicate. Qui sait? Peut-être ouvrir un jour mon propre atelier, avec mon nom sur la porte. Pour la première fois depuis longtemps, elle osait rêver à l'avenir. C'était comme voir une fleur pousser au milieu du béton, improbable, mais magnifique dans sa résilience. Moi aussi, j'ai commencé à me reconstruire, pièce par pièce. J'ai repris le dessin, hobby que j'avais abandonné pendant les années d'abus. J'ai commencé à écrire dans un journal, déversant sur les pages les sentiments que je n'arrivais pas encore à verbaliser pleinement. L'école restait un défi, mais j'avais trouvé refuge à la bibliothèque. Entre les rayons de livres, personne ne me regardait bizarrement, personne ne chuchotait derrière mon dos. Là, je pouvais m'évader dans d'autres vies, d'autres histoires, oublier ma propre réalité, même un instant. C'est là que j'ai rencontré Robert, le nouveau professeur de littérature. Fraîchement diplômé, plein d'idées innovantes, il avait créé un club de lecture qui est rapidement devenu mon moment préféré de la semaine. Tu as un regard critique très intéressant, m'a-t-il dit après une discussion sur Balzac. Tu as déjà pensé à étudier les lettres? Je n'avais jamais pensé au futur. Pendant des années, ma seule préoccupation avait été de survivre au présent. Mais sa question a ouvert une porte que je ne savais pas exister, un futur, des possibilités, des choix. Peut-être, ai-je répondu, sentant une étincelle d'espoir s'allumer quelque part en moi. Au fil de 1974, notre nouvelle vie commençait à prendre forme. L'appartement, d'abord étranger et impersonnel, avait maintenant notre empreinte. Des plantes aux fenêtres, des tableaux aux murs, l'odeur de la cuisine maison imprégnant les pièces, c'était un foyer, pas seulement un lieu pour vivre. L'atelier de ma mère prospérait. Elle créait des vêtements pour les épouses des hommes les plus influents de la ville, gagnant une réputation d'excellence et de discrétion. Certaines clientes étaient devenues plus que des clientes, amies, confidentes, soutien dans les moments difficiles. J'avançais en thérapie. Bien que j'ai encore des mauvais jours, les cauchemars étaient moins fréquents, les crises de panique plus contrôlables. Je me préparais au baccalauréat, rêvant de l'université, d'une carrière, d'une vie qui serait vraiment mienne. Puis, en août 1974, une nouvelle est venue ébranler notre stabilité récente. Mon père avait déposé une demande de révision de peine, invoquant bonne conduite et repentir. Il ne peut pas sortir, ai-je paniqué en apprenant la nouvelle. Pas après seulement 1 an. Pas après tout ce qu'il a fait. Il ne sortira pas, a promis ma mère, avec une détermination sans faille. Je vais engager le meilleur avocat. J'irai à la presse s'il le faut. Il accomplira chaque jour de ses 12 ans. Et c'est ce qu'elle a fait. Elle a économisé, fait des heures supplémentaires, vendu des bijoux de l'époque du mariage, et engagé Maître Paul, avocat pénaliste renommé. Ensemble, ils ont rassemblé preuves et témoignages pour garantir le refus de la demande. En novembre, la réponse est tombée, demande refusée. Mon père continuerait à purger sa peine intégralement. C'était un soulagement, une petite victoire dans notre reconstruction. Mais l'impact psychologique de cette frayeur a été profond. J'ai réalisé que, même en prison, il avait encore du pouvoir sur nous. Chaque nouvelle le concernant, chaque mouvement légal, chaque année qui passait pouvait raviver la peur et l'anxiété, briser la fragile paix que nous avions construite. Je ne veux pas vivre comme ça, ai-je confié à Dr Marthe lors d'une séance. Je ne veux pas que chaque nouvelle de lui, chaque étape légale, chaque souvenir me fasse revivre tout ça. Et comment veux-tu vivre, a-t-elle demandé, dans ce ton provocateur qu'elle utilisait pour me pousser à réfléchir profondément. La question m'a prise au dépourvu. Comment voulais-je vivre? Je n'y avais jamais vraiment pensé. J'avais été si occupée à survivre que j'avais oublié d'imaginer ce que signifiait vraiment vivre. Je veux être libre, ai-je finalement répondu. Libre de lui, libre de la peur, libre du passé. Et de quoi as-tu besoin pour atteindre cette liberté? Ma réponse n'est pas venue immédiatement. J'ai mis des jours à y réfléchir, à comprendre ce que signifiait vraiment être libre. Et j'ai compris, le pardon. Pas pour lui, jamais je ne pourrais pardonner ce qu'il avait fait, mais pour moi-même. Pardon de ne pas avoir parlé plus tôt, de m'être tu pendant des années, de m'être culpabilisé pour ce qui n'était pas ma faute. Et pardon pour ma mère. Pas des mots vides pour la rassurer, mais un pardon authentique, pardon de ne pas avoir vu, de ne pas avoir perçu, de l'avoir laissé affronter cet homme dans nos vies.
C'était le pas le plus difficile de mon voyage de guérison. Plus difficile que les témoignages, que les nuits d'insomnie, que les regards de pitié. Pardonner demandait une force que je ne savais pas posséder. Mais j'ai essayé. Jour après jour. Et peu à peu, j'ai senti le fardeau s'alléger. Les chaînes se desserraient, l'air entrait plus librement dans mes poumons. À Noël 1974, ma mère et moi avons célébré ensemble dans notre petit appartement. C'était notre première fête vraiment à nous, sans l'ombre du passé planant sur nous. Nous avons préparé un réveillon simple, mais fait avec amour. Nous avons décoré un petit sapin avec des ornements faits main et échangé des cadeaux modestes, mais significatifs. À un nouveau commencement, a-t-elle trinqué à minuit, levant un verre de cidre. À un nouveau commencement, ai-je répété, sentant pour la première fois que c'était vraiment possible. L'année 1975 a commencé avec la promesse de nouveautés. Je finirai le lycée en décembre et passerai le bac de lettres. Ma mère commencerait son cours technique de mode, agrandirait son atelier, et peut-être embaucherait une assistante. Nous reconstruisions nos vies morceau par morceau, jour après jour. La route restait longue, les défis nombreux, mais pour la première fois depuis cette nuit fatidique d'août 1973, nous regardions l'avenir avec espoir au lieu de peur. Et peut-être que c'était là notre plus grande victoire. Les années qui ont suivi ont été celles de la reconstruction et de la découverte. En juillet 1975, j'ai eu 18 ans, officiellement adulte devant la loi, même si intérieurement je me sentais vieille depuis bien longtemps. Ma mère a organisé une petite fête dans notre appartement, entourée seulement de quelques amis proches et de ses clientes les plus fidèles. Un toast à ma fille, a-t-elle dit en levant un verre de vin, qui à ce moment-là semblait le plus fin des champagnes. La femme la plus courageuse que j'ai jamais connue. J'ai pleuré en entendant ces mots. Je ne m'étais jamais vue comme courageuse, seulement comme une survivante, faisant ce qui était nécessaire pour continuer. Mais cette nuit-là, entourée de ceux qui m'aimaient vraiment, j'ai commencé à percevoir ma propre force. Le baccalauréat est arrivé en décembre comme prévu. J'ai étudié comme jamais, transformant les livres en refuge, la connaissance en bouclier. Le matin de l'examen, ma mère m'a embrassée à la porte du campus. Peu importe le résultat, a-t-elle chuchoté dans mon oreille, nous avons déjà gagné des batailles bien plus difficiles que ça. Elle avait raison. Après tout ce que nous avions traversé, un examen n'était rien. Je suis entrée dans la salle avec la sérénité de quelqu'un qui a déjà affronté ses pires démons et a survécu pour raconter l'histoire. Quand les résultats sont sortis en février 1976, mon nom figurait sur la liste des admis au cursus de lettres de l'Université de Lyon. Ma mère a encadré la page du journal et l'a accrochée au mur du salon, juste à côté de son certificat du cours technique de mode qu'elle avait terminé le mois précédent. « Regarde-nous » a-t-elle dit, admirant nos petits trophées. Qui l'aurait cru, hein? En moins de 3 ans, nous avions transformé une tragédie en élan pour grandir. L'abus n'était pas effacé, il ne le serait jamais, mais il n'était plus la seule chose qui définissait nos vies. L'université s'est révélée un monde nouveau et fascinant. Je suis tombée amoureuse de la littérature française, des débats passionnés sur la linguistique, des cercles de poésie dans les jardins du campus. Pour la première fois depuis l'enfance, je ressentais un plaisir authentique à être vivante, à apprendre, à rêver. C'est au 2e semestre que j'ai rencontré Édouard. Il étudiait le droit sur le même campus. Grand, lunettes sur le nez, sourire doux. Il fréquentait le même groupe d'études littéraires que moi. Nous avons commencé comme collègues, parlant de livres et de films, échangeant nos opinions sur les professeurs, discutant des classiques que nous aimions tant. Tu as une façon spéciale d'analyser les personnages féminins, m'a-t-il dit un jour après ma présentation sur Madame Bovary. Comme si tu voyais des couches que personne d'autre ne voit. J'ai souri sans répondre. Bien sûr que je voyais ces couches invisibles. Des années à déchiffrer les silences, interpréter les regards, lire entre les lignes pour survivre m'avaient appris à observer profondément. Notre amitié a grandi lentement, organiquement. Édouard était différent de tout garçon que j'avais connu, respectueux, patient, jamais intrusif, jamais pressant. Quand il m'a finalement invité à sortir, presque un an après notre rencontre, c'était avec une délicatesse qui m'a complètement désarmée. Je comprendrai parfaitement si tu ne veux pas, a-t-il ajouté, semblant sincèrement soucieux de mon confort. Nous pouvons rester simplement amis. Je peux y réfléchir? Ai-je demandé, la voix plus basse que d'habitude. Tout le temps que tu veux, a-t-il répondu, sans pression, sans aucune déception apparente. Cette nuit-là, j'ai parlé avec ma mère pendant qu'elle ajustait une robe de mariée dans le salon. J'ai peur, ai-je avoué. Et si je n'y arrive pas?
Et si le passé est toujours là entre nous? Elle a arrêté de coudre et m'a regardé avec ce mélange d'amour et de tristesse qui était devenu si familier dans ses yeux. La peur sera là, ma fille, je ne vais pas te mentir. Mais ne laisse pas la peur décider de ta vie. Tu lui as déjà donné trop de pouvoir. J'ai décidé d'accepter l'invitation d'Édouard. Notre premier rendez-vous a eu lieu dans un café près du campus, un lieu public, animé, sûr. Nous avons parlé de littérature, de nos familles, de nos rêves professionnels. Je veux être professeur, ai-je révélé, surprise moi-même par la clarté de ce désir. Aider les enfants à découvrir des mondes à travers les livres. Tu seras une professeure incroyable, a-t-il dit avec sincérité. Moi, je veux devenir avocat pénaliste, défendre ceux qui ne peuvent pas se défendre seuls. Ces mots ont touché une corde sensible en moi. Je me suis souvenu de Maître Paul, l'avocat qui nous avait aidés à maintenir mon père en prison, et de la manière dont son travail avait été essentiel pour notre sécurité et notre tranquillité d'esprit. Notre relation a évolué au rythme que je pouvais supporter. Édouard ne m'a jamais mise sous pression, n'a jamais exigé plus que ce que j'étais prête à offrir. Quand je lui ai raconté mon passé, presque un an après le début de notre relation, il a pleuré avec moi, a tenu mes mains, et m'a promis qu'il ne me ferait jamais de mal. Tu es la personne la plus forte que j'ai jamais connue, a-t-il dit, reprenant sans le savoir les mots que ma mère m'avait souvent répétés. Et si tu me le permets, je veux passer le reste de ma vie à aider à guérir ces blessures. Puis, en 1979, une nouvelle a ébranlé notre fragile sentiment de sécurité. Mon père avait obtenu une réduction de peine pour bonne conduite et serait libéré dans quelques mois. La nouvelle m'a frappé comme un coup de poing dans l'estomac. Les cauchemars, qui avaient considérablement diminué, sont revenus avec violence. Il ne peut pas nous trouver, ai-je dit à ma mère, prise de panique. Il ne peut pas savoir où nous sommes. Édouard, déjà diplômé et travaillant dans un cabinet d'avocats, nous a aidés à obtenir une ordonnance de protection. Mon père ne pourrait pas s'approcher de nous, tenter un contact, ni même rester dans la même ville. C'est le maximum que la loi permet, a expliqué Édouard, frustré par les limites du système. Mais je vais veiller à ce que ce soit respecté à la lettre. C'est à ce moment de crise qu'Édouard m'a demandé en mariage. Pas de manière traditionnelle avec un dîner aux chandelles ou une bague dans une coupe de champagne. C'était un après-midi ordinaire, alors que nous cherchions ensemble des moyens de nous protéger légalement. Épouse-moi, dit-il simplement. Pas par peur, pas pour la protection, mais parce que je veux construire une vie avec toi, une vie où le passé ne définit pas le futur. J'ai regardé cet homme qui était entré dans ma vie si inattendu, patient et respectueux, qui ne m'avait jamais traité comme une victime ou une personne brisée. Pour la première fois, je me suis permise d'imaginer un futur réellement heureux. Oui, ai-je répondu, les larmes coulant librement. Je veux construire ce futur avec toi. Nous nous sommes mariés dans une cérémonie simple en janvier 1980. Seuls quelques amis proches, des collègues de l'atelier de ma mère, et des professeurs de l'université qui étaient devenus des mentors nous entouraient. J'ai porté une robe faite par ma mère, son cadeau le plus précieux, fruit de mois de travail, de patience, et de bénédictions cousues point par point. Sois heureuse, ma fille, m'a-t-elle dit en ajustant mon voile. Si heureuse que le passé ne soit plus qu'un cauchemar lointain. Notre appartement était à Paris, où Édouard avait obtenu un poste dans un grand cabinet spécialisé en droits humains. Quitter Lyon a été douloureux. Pour la première fois, je me séparais de ma mère. Mais elle a insisté que c'était la meilleure chose à faire. Je viendrai toujours te rendre visite, m'a-t-elle promis. Et tu auras ta propre vie, ton propre espace. C'est comme ça que ça doit être. Les premiers mois de mariage ont été un apprentissage constant, faire confiance, baisser la garde, accepter l'amour sans peur. Édouard a été mon partenaire dans ce voyage, respectant mes limites et célébrant chaque petite victoire sur le traumatisme. J'ai obtenu mon premier emploi comme professeur dans une école primaire de banlieue parisienne. Des enfants de milieux modestes, beaucoup avec des histoires de vie aussi difficiles, voire plus, que la mienne. J'ai trouvé un but en utilisant mes propres cicatrices pour reconnaître leurs douleurs silencieuses et leur offrir le soutien que j'avais mis tant de temps à trouver. En 1982, j'ai découvert que j'étais enceinte. La nouvelle a déclenché un tourbillon d'émotions contradictoires, joie, peur, espoir, terreur. Et si je n'y arrive pas? Et si mon passé interfère avec ma façon d'élever mon enfant? Tu seras une mère merveilleuse, exactement à cause de ton passé, pas malgré lui, m'a assuré Édouard, tenant mes mains tremblantes. Tu sais mieux que quiconque l'importance de protéger, de respecter et d'aimer inconditionnellement. Ma mère est venue vivre avec nous pendant les derniers mois de ma grossesse.
Son atelier à Lyon avait prospéré au point de pouvoir être confié à ses assistantes. Sa présence a été un baume pour mes insécurités. J'ai tellement peur d'échouer comme mère, ai-je avoué une nuit en caressant mon ventre arrondi. Comment as-tu eu le courage de me mettre au monde dans un monde aussi effrayant? La maternité est un acte de foi, ma fille, répondit-elle, les yeux brillants de sagesse. Malgré tout ce qui peut mal tourner, quelque chose de merveilleux va surgir. Raphaël est né en mars 1983, un garçon en bonne santé, aux yeux de son père, selon ma mère, au nez retroussé comme le mien. Quand je l'ai pris dans mes bras, quelque chose s'est guéri en moi. Pas complètement, certaines blessures sont trop profondes pour se refermer totalement, mais suffisamment pour sentir qu'un cycle avait été brisé. Je vais te protéger, chuchotai-je au petit être endormi. Je vais t'aimer comme tu mérites d'être aimé. Je vais t'apprendre à être un homme bon, gentil et respectueux. Édouard pleurait à mes côtés, touchant avec révérence la petite tête de notre fils. Nous sommes une famille maintenant, dit-il. Une famille construite sur l'amour, pas sur la peur. 2 ans plus tard, en 1985, notre famille s'est agrandie avec l'arrivée de Julie, une petite fille aux boucles sombres et au sourire qui illuminait toute la pièce. Mon cœur, déjà dilaté avec la naissance de Raphaël, semblait ne plus tenir dans ma poitrine. J'ai alors décidé que ma plus grande mission serait d'élever mes enfants. J'ai quitté mon emploi à l'école pour devenir mère à temps plein. Ce n'était pas une décision facile. J'aimais enseigner, j'aimais faire la différence dans la vie des enfants. Mais je sentais que je devais être présente à chaque instant de l'enfance de mes enfants, leur offrir la sécurité et l'amour qui m'avaient été arrachés. « Tu es sûr ?» demanda Édouard, inquiet que je puisse regretter. « Nous pouvons embaucher une baby-sitter, trouver un juste milieu. »« J'en suis sûre » répondis-je avec conviction. « Je veux leur donner ce que je n'ai pas eu. Une enfance protégée, sûre, pleine d'amour. » Ma mère a soutenu ma décision, même si elle est retournée à Lyon pour gérer son atelier. Elle nous rendait visite régulièrement, apportant de petits vêtements faits main pour les enfants et partageant des histoires de sa vie désormais épanouie. « Tu sais ce qui me rend le plus fier de toi ?» m'a-t-elle dit lors d'une visite, en observant Julie. « Que tu n'as pas laissé ton passé te définir. Que tu as construit quelque chose de beau à partir de tant de douleurs. » En 1988, nous avons appris que mon père était mort en prison, foudroyé par une crise cardiaque. Je n'ai ressenti ni joie ni tristesse, juste un étrange vide, comme si un chapitre s'était enfin clos, une porte verrouillée pour toujours. « Comment te sens-tu » demanda Édouard cette nuit-là, après que les enfants se soient endormis. « En paix » répondis-je après réflexion. Pas parce qu'il est parti, mais parce que je sais maintenant qu'il ne pourra plus jamais faire de mal à personne. La vie a suivi son cours. Édouard a construit une carrière brillante comme avocat spécialisé dans les cas d'abus d'enfants et de violences domestiques. Son expérience personnelle à travers mon histoire lui a donné une sensibilité rare dans sa profession. Les enfants ont grandi sains et heureux, entourés d'amour et de limites claires. Raphaël, si semblable à son père par l'intelligence et la bonté. Julie, un mélange curieux de mon entêtement et de la patience d'Édouard. Tous deux élevés pour respecter, protéger et contribuer à rendre le monde meilleur. En 1995, ma mère a été diagnostiquée d'un cancer du sein en stade avancé. La nouvelle est tombée comme une bombe dans nos vies. Elle, mon pilier, ma sauveuse, ma meilleure amie, avait maintenant besoin de moi. « Viens à Paris » ai-je supplié au téléphone. « Les meilleurs médecins sont ici. Nous pouvons prendre soin de toi. »« Je suis trop vieille pour recommencer, ma fille, » répondit-elle, la voix faible mais décidée. « Je préfère rester dans mon petit coin, entourée de ce que j'ai construit. » J'ai respecté sa décision, le cœur brisé. Je voyageais à Lyon toutes les 2 semaines avec les enfants pour égayer ses jours et l'aider à supporter la chimiothérapie qui la laissait si faible. C'est pendant ces voyages que j'ai commencé à raconter mon histoire différemment, non plus comme une victime, mais comme une survivante. Non plus avec honte, mais avec la clarté de quelqu'un qui sait que la culpabilité n'a jamais été la sienne. « Tu sais ce que j'ai appris de tout ça, maman ?» ai-je dit un après-midi en tricotant avec elle. La plus grande vengeance contre ceux qui essaient de nous détruire, c'est de vivre une vie pleine, heureuse et significative. Elle a souri, les yeux fatigués mais encore brillants. Tu as toujours été plus sage que moi, ma fille, depuis toute petite. En août 1996, ma mère est partie silencieusement pendant son sommeil, comme pour ne pas déranger, même dans son départ. La douleur a été indescriptible, perdre celle qui avait tout sacrifié pour me protéger et qui avait reconstruit sa vie de zéro pour me donner un futur. Aux funérailles,
Tandis que j'observais son cercueil descendre en terre, j'ai fait une promesse silencieuse, je continuerai son héritage de force, de protection et d'amour inconditionnel. Pas seulement avec mes enfants, mais avec quiconque croiserait mon chemin et aurait besoin d'aide. Les années suivantes ont été celles de la consolidation. Raphaël est devenu médecin, déterminé à venir en aide aux enfants traumatisés. Julie a suivi les pas de son père dans le droit, avec un accent particulier sur les droits des femmes. Tous les deux connaissent mon histoire. Je l'ai partagée avec eux quand ils ont atteint l'âge approprié, sans entrer dans les détails graphiques, mais avec la vérité nécessaire pour qu'ils comprennent ma surprotection, mes moments de panique et l'importance des valeurs que j'ai toujours défendues, le respect, le consentement, la bienveillance. Tu es la femme la plus forte que je connaisse, maman, m'a dit Julie après avoir entendu mon récit. Ce n'était pas un sacrifice, ai-je répondu en caressant son visage, si semblable au mien à son âge. C'était un choix, le meilleur choix que j'ai jamais fait. Édouard et moi avons vieilli ensemble, notre amour mûrissant comme du bon vin. Il n'a jamais cessé d'être l'homme gentil et respectueux que j'avais rencontré à la faculté. Il ne m'a jamais fait sentir moins à cause de mes cicatrices, jamais traité comme fragile ou brisé. Tu sais ce que j'aime le plus chez toi ? M'a-t-il demandé un soir, cheveux déjà parsemés de gris et rides autour des yeux. Ta capacité de transformer la douleur en amour, d'utiliser tes blessures pour guérir les autres. Aujourd'hui, à 68 ans, je suis Léna, grand-mère de 5 merveilleux petits-enfants. Je partage mon histoire publiquement pour la première fois. Non pas par sensationnalisme, ni par pitié, mais dans l'espoir que cela puisse aider d'autres Marley qui souffrent en silence, croyant être seuls, pensant qu'il n'y a pas d'issue. Mes chers, il y a toujours une sortie. La guérison existe. Le recommencement est possible. Une vie pleine, significative et belle est accessible, même après le pire des traumatismes. Je ne prétends pas que c'est facile, ni que les cicatrices disparaissent complètement, mais elles peuvent devenir des symboles de courage plutôt que de douleur. Si vous vous êtes reconnu dans mon histoire, sachez que vous n'êtes pas seul. Vous méritez de l'aide, de la protection, de l'amour. Ce qui vous est arrivé ne définit pas qui vous êtes, ni qui vous pouvez devenir. Si cette histoire a touché votre cœur, s'il vous plaît, laissez un like et abonnez-vous à la chaîne Mémoire de grand-mère. Chaque abonnement, chaque like aide cette grand-mère à porter son message d'espoir et de guérison à davantage de personnes qui en ont besoin. Un câlin affectueux de cette grand-mère qui a appris que nos cicatrices, lorsqu'elles sont acceptées et comprises, ne nous affaiblissent pas. Elles nous donnent une force particulière que seul celui qui a survécu au pire peut comprendre. Si vous êtes arrivés jusqu'ici, mes chers, commentez Amen pour célébrer la résilience et l'espoir. Merci.